ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sans école. Discussion avec Charlotte Dian, Dewa Delfendal et Claudia Renaud. Le sujet du jour, comment accompagner les apprentissages de son enfant sans se transformer en professeur. Les enseignants, ils ont à la fois l'expérience, ils ont la formation pour enseigner aux enfants. Comment toi, tu peux, en tant que parent, penser que tu vas remplacer les professeurs? Les parents ne remplacent pas les professeurs, ils accompagnent simplement les enfants dans leur curiosité naturelle. Donc il ne s'agit pas pour les parents de se transformer en professeurs, mais simplement d'aller avec leurs enfants à la découverte de tout ce qui les rend curieux, et parce qu'un enfant, naturellement, il est curieux de tout ce qui l'entoure. Quiconque a accompagné un enfant qui apprend à marcher ou à parler ou à découvrir le monde se rend compte qu'il n'y a pas besoin de le motiver de l'extérieur et qu'il n'y a pas besoin de lui donner des exercices pour qu'il s'y consacre entièrement. On peut rester parent et être aux côtés de son enfant qui a envie d'apprendre, et du coup le parent apprend aussi en même temps, et c'est la meilleure position d'accompagnement, c'est apprendre ensemble et découvrir ensemble des choses du monde, et ça c'est vraiment merveilleux, et on n'a pas besoin d'adopter une posture particulière pour ça. Mais pour les matières classiques comme les mathématiques, le français, l'histoire, il faut suivre un programme quand même. C'est devenu des matières scolaires, mais à la base c'est pour comprendre le monde. Le langage mathématique, c'est une manière particulière de comprendre le monde. C'est intéressant de savoir à combien de milliers de kilomètres on peut être des astres qui nous entourent, ou de savoir quelle distance on a parcouru à pied, ou combien la dame elle va me rendre de monnaie, et tout ça ce sont des mathématiques. C'est simplement une manière particulière en fait d'entrer en communication avec notre entourage. Pour le français, si on est francophone et qu'on parle français et qu'on lit le français, on apprend a priori à bien le parler par la pratique et l'expérience, parce que parler, c'est échanger, c'est communiquer avec les autres, c'est ça la base. Après, découvrir qu'effectivement il y a des personnes qui ont écrit des livres il y a longtemps et qu'on peut avoir accès à leurs pensées en lisant leurs œuvres ou en les écoutant lus par des comédiens par exemple, c'est passionnant. Donc tout est passionnant en soi. L'histoire, on peut découvrir des films qui soient de fiction ou documentaires, on peut aller dans des musées, il y a plein de musées en France et partout dans le monde. Pour les sciences, on peut aussi aller rencontrer des médiateurs scientifiques dans des musées scientifiques comme le Palais de la Découverte à Paris. On a vraiment, à partir du moment où on apprend dans sa propre vie, en fait, on a toujours moyen de trouver des personnes qui sont passionnées et qui vont nous transmettre un petit bout de leurs connaissances et de leurs compétences. Et si mon enfant n'est pas curieux? Parce qu'il y a un de mes enfants qui n'est pas curieux, il ne pose jamais de questions. Et du coup, moi, je ne sais pas quoi faire. On peut partager sa propre curiosité avec ses enfants comme on peut le faire avec ses amis ou dans la vie réelle. C'est-à-dire, tout d'un coup, on dit « Oh là là, je viens d'apprendre ça, c'est super, je le savais pas. Et regarde, moi ça me plaît, viens, on va dans tel musée où il parle plus de ce sujet-là, où on va regarder ce film ensemble, parce que je voudrais vraiment comprendre. On va à la bibliothèque, on va trouver dans les livres documentaires pour enfants, il y a des choses qui sont très bien, même pour les adultes, quand c'est un domaine qu'on connaît pas. Et donc, simplement de partager sa propre curiosité, l'enfant va nous voir, nous parents, en train de nous émerveiller sur un sujet et d'intégrer des informations et de les organiser pour avancer dans notre propre questionnement. Avec enthousiasme. Voilà, avec enthousiasme. L'enthousiasme de la découverte, ça on le connaît tous a priori, il faut peut-être juste le redécouvrir. Oui, il y a des choses aussi qui maturent, qui évoluent chez les enfants, sans que ça se voie, et puis à un moment donné, l'envie de découvrir va arriver, et ça sera peut-être plus tard que dans le programme, et du coup ça aura inquiété le parent. Mais les enfants, ils sont en train de découvrir le monde de toute façon et à leur rythme. L'enfant peut s'intéresser à différentes choses, que ce soit, je sais pas, il y a des enfants qui s'intéressent à la course automobile, ils arrivent à trouver par cette passion et par cet intérêt qu'ils ont a priori pour cette activité, ils apprennent à lire quand même, ils apprennent à compter, ils apprennent plein de choses qui sont apprises de manière formelle par des exercices à l'école. La géographie des courses autour du monde.
Oui, voilà, et en fait, tout, de n'importe quel sujet, et beaucoup d'enseignants, en fait, pratiquent cette pédagogie de projet, c'est-à-dire que ils utilisent, par exemple, une Coupe du Monde ou quelque chose comme ça, pour permettre aux enfants de voir que tous les pays sont représentés, et donc il y a tous les drapeaux, et donc il y a toutes les langues différentes qui sont parlées, et que chacun a des coutumes particulières, un hymne, etc. Enfin, après, on peut dérouler les fils dans tous les sens, c'est par n'importe où qu'on rentre, en fait, dans les apprentissages. Il y a des enfants qui adorent les oiseaux et qui communiquent avec des ornithologues professionnels. Il y a des enfants qui aiment faire de la pâtisserie et du coup, à travers la pâtisserie, ils apprennent à calculer, à expérimenter des réactions chimiques, à voir les 3 états de la matière. Enfin, voilà, tout ce qu'on apprend par l'expérience et en faisant soi-même et en s'intéressant aux choses peut ensuite être relié à des apprentissages que l'on ferait d'une autre manière dans le cadre scolaire. Mais les apprentissages sont quand même là, mais ils sont faits dans un projet personnel de l'enfant. Alors on ne devient pas professeur de son enfant, on ne remplace pas le professeur, on vit une vie naturelle avec ses enfants. On fait quelque chose en plus ou pas? En fait, ce qu'on peut faire en plus, non, on a une vie tout à fait naturelle avec l'enfant, chacun a ses occupations, chacun partage avec les autres membres de la famille ses préoccupations et ses découvertes, et on n'a pas à prendre une posture particulière, c'est vraiment ça. On n'a pas à poser une question dont on connaît d'avance la réponse, parce que quand on vit au quotidien avec son enfant, ça n'est pas pertinent. Un enfant qui pose une question, s'il dit la Lune elle est à combien de kilomètres, c'est parce qu'il a vraiment envie de savoir et d'avoir un ordre d'idée de la distance entre la Terre et la Lune. Il a pas envie de savoir, de vérifier que l'adulte connaît la réponse. Si l'adulte connaît pas la réponse, c'est pas grave, il va la chercher quelque part, dans un livre, sur Internet, en allant demander au Palais de la Découverte, au médiateur scientifique spécialisé en astronomie, etc. Donc, la posture du professeur, elle est vraiment réservée aux enseignants, et les parents, eux, accompagnent les apprentissages de leur enfant et formalisent ensuite dans un langage plus institutionnel pour la rencontre avec l'inspecteur. Mais disons que le langage institutionnel ou les exercices scolaires au quotidien, ils sont pas très importants quand on a une vie quotidienne riche de curiosité. J'aime bien la façon dont John Holt parle à un moment donné de la question de l'enfant comme correspondant à un besoin chez lui de remplir un blanc qu'il sent dans son esprit. Et il va poser la question pour que ce blanc se remplisse. Et en fait, il a juste besoin de la réponse à cette question. Il n'a pas du tout besoin qu'on lui fasse tout un cours. Et d'ailleurs, ses yeux vont s'éteindre si on commence à en dire trop. Oui, parce que en fait, c'est vrai qu'on reçoit des informations du monde extérieur un peu dans tous les sens. Les informations n'arrivent jamais dans un ordre préétabli. C'est comme un puzzle, et à un moment donné, il nous manque que quelques pièces, et quand on demande une information et que ça remplit, et tout d'un coup, l'image devient plus nette, et on peut se faire une conception de cet aspect particulier du monde qui est beaucoup plus nette, et c'est comme ça que tout d'un coup, on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris », parce que tout s'est assemblé, et on a fait une image qui nous semble cohérente et qui correspond à la réaction que notre environnement peut avoir. On fait toujours en fonction de ce qu'on sait déjà, de la réaction de notre environnement et de la conception qu'on a de cet aspect des choses. Et en fait, on pose des questions et on remet en cause ce qu'on sait déjà que quand ça marche plus. Et donc, si à un moment donné, on fait une chose qu'on croyait qui allait aboutir à tel résultat et qu'on n'obtient pas le résultat, et il faut revenir en arrière et se dire alors il y a un truc qui va pas, donc je recommence, je refais une hypothèse pour faire une action et voir si enfin j'obtiens le résultat que je désire. Et donc à ce moment-là, en fait, on apprend, parce que justement on est en train de s'affiner et de se coordonner au monde pour avoir une action efficace. Apprendre, c'est ça en fait. Apprendre, c'est intégrer toutes les informations du monde que nous renvoie le monde pour avoir une action efficace et en fait pour survivre, tout simplement. Et comment t'en sais autant sur apprendre? J'en sais autant sur apprendre parce que je me suis posé la question sur apprendre quand mon fils est allé à l'école et que la manière scolaire ne lui a pas convenu du tout. C'est-à-dire que c'était un petit garçon très curieux avant l'école, et ce système où l'adulte pose une question dont il connaît d'avance la réponse l'a tellement intrigué qu'il s'est demandé pourquoi les adultes prenaient les enfants pour des idiots. Ça, c'est quelque chose qu'il a pu formuler plus tard. Mais du coup, moi, en tant que parent, quand lui ne formulait pas cette question de cette manière-là,
je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre avant l'école et pendant l'école, puisque avant il avait envie de comprendre tout et d'apprendre, et que après il disait qu'il avait plus envie d'apprendre. Donc j'ai cherché moi-même comment j'apprenais, j'ai essayé de m'observer pour comprendre comment ça se passait. En fait, j'ai commencé à me poser cette question au moment où les neurosciences commençaient à avoir des publications accessibles au grand public, et donc j'ai lu énormément sur le sujet dans les sciences de l'éducation, les neurosciences, et même l'histoire de la scolarisation, etc. Pour essayer en fait de valider, parce que moi j'étais dans une démarche un peu scolaire moi-même, et donc pour valider mes intuitions. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, voilà, en fait, nos intuitions sont quand même assez justes, c'est-à-dire qu'un enfant apprend tout le temps, et que ça viendrait jamais à l'idée d'aucun parent d'imposer une méthode pour apprendre à marcher. Pourtant, tous les enfants apprennent à marcher a priori, parce qu'ils ont envie d'être comme les adultes, de marcher sur leurs deux jambes. Et de la même manière, pour parler, en fait, on n'a pas une méthode particulière pédagogique à tester. Simplement, c'est dans l'interaction et c'est dans notre besoin de communiquer avec l'autre qu'on apprend à parler et à parler correctement pour pouvoir échanger avec le plus de personnes possible. Et ça permet d'accéder à plein de choses, de pouvoir parler, de pouvoir marcher. Du coup, c'est très motivant. Ben oui, voilà, et l'enfant s'y consacre entièrement pendant un temps déterminé, le temps qu'il consacre à cet apprentissage, pour ensuite, ça devient un automatisme, et il n'a plus besoin d'y penser, et il peut engager d'autres apprentissages. Et après, lire et écrire, ça n'est que parler, mais de loin. C'est-à-dire que si j'écris une phrase, je suis en train de parler, mais la personne à qui je parle, elle va me lire plus tard. Et donc, c'est parler de loin dans l'espace ou dans le temps. Donc, c'est pas différent. En fait, tous les enfants qui apprennent à parler leur langue, ils ont déjà compris la grammaire de leur langue. Et après, lire et écrire, ce sont d'autres manières, avec les yeux ou avec la main, de communiquer avec l'autre, en fait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que oui, les enfants qui vivent dans une société qui pratique la lecture et l'écriture apprendront bien ces compétences. Nous, dans notre cas particulier, on n'a pas eu à faire de la conjugaison avec les enfants. Et quand j'ai ensuite regardé les programmes, j'étais effrayée par ce qu'on faisait faire aux enfants de l'école primaire et combien de temps leur était volé par rapport à nos enfants qui ont eu beaucoup de temps pour découvrir plein de choses à leur rythme et par elles-mêmes. Parce qu'en fait, quand on sait parler, on sait conjuguer. Et vers 12 ans, chacune à son tour, je sentais que ça aurait été mieux d'écrire des mails à la mamie avec une meilleure orthographe, notamment concernant les conjugaisons. Et du coup, on a passé une semaine à conjuguer 3-4 verbes par jour. En faisant ça, je me suis rendu compte en faisant attention à 4 idées de base, on sait bien conjuguer 80% des verbes. Et là, les 4 idées de base, c'est que avec tu, il y a toujours un S. Avec vous, il y a toujours EZ. Avec il au pluriel, il y a toujours NT. Et avec nous, il y a toujours NS, ONS le plus souvent. Et que s'il y a autre chose pour ces 4 personnes de la conjugaison, si ça s'écrit autrement, en fait on l'entend. Genre vous êtes, c'est évident qu'il n'y a pas EZ. Du coup en fait on l'apprend assez facilement. Et pour les autres, pour le je et pour le il, c'est un peu plus varié. C'est notamment à ça qu'on a fait attention quand elles ont fait les conjugaisons. C'était dans quelles circonstances ça change pour je et pour il. Et en fait, après, elles avaient une maîtrise de l'orthographe convenable, on va dire, sachant que concernant l'orthographe, ça fait partie de la politesse vis-à-vis des autres, d'écrire correctement à 80%, pour pas que ce qu'on écrive soit incompréhensible. En même temps, ça me paraît important, me semble-t-il, d'être tolérant vis-à-vis des erreurs, et de ne pas être gêné quand on lit un message qui ait quelques erreurs, et de ne pas surréagir à ce sujet-là. Sauf si ça fausse la compréhension. Oui, mais du coup, il faut faire attention à ne pas fausser la compréhension. Ça fait partie des choses auxquelles on se doit d'être attentif, juste pour l'insertion dans le monde, avec les autres. Chez nous, il n'y a pas eu de formalisation pour l'apprentissage. Ma fille a lu très très tard, à 13 ans. Mais du jour au lendemain, elle a lu. Un jour, elle a pris donc tout était mûr, tout était là. Du jour au lendemain, elle a pris un livre dans le métro et elle s'est mise à lire et à écrire. Donc au début, il y avait beaucoup de fautes. J'étais dérangée quand elle postait sur les réseaux sociaux.
Mais en fait, je pense qu'elle voyait qu'elle était sensible au fait que ses parents soient dérangés par les fautes d'orthographe et que c'était important pour elle. Elle utilise le terme de ne pas piquer les yeux des gens qui la lisent. Et depuis, elle a toujours demandé, lorsqu'elle écrivait, comment s'écrit ce mot, comment s'écrit ce mot, donc ça vient d'elle. Et j'ai fait attention de ne pas faire comme mon père et de répondre à la question et de ne pas la monopoliser pendant 3 heures en faisant un exposé sur tout ce qu'il pouvait y avoir autour du sujet. Et en glissant parfois une règle de grammaire quand elle était claire pour moi, ou son père qui glissait une règle de grammaire. Et franchement, là, il y a un très très bon niveau. Il y a encore des petites choses à maîtriser. Mais c'est très bien, et en comparant à d'autres enfants qui vont à l'école depuis plusieurs années, c'est pas moins bien. Et on voit que les enfants, quand ils échangent entre eux dans les réseaux sociaux, font attention à ça, à ne pas piquer les yeux. L'expression est vraiment très bonne. Et ils font attention à écrire correctement, sans que ce soit une pression, mais à peu près correctement pour que ce soit poli vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'en fait, comme l'orthographe, c'est une convention qui nous permet de justement transmettre notre message de la manière la plus juste possible. Donc effectivement, si l'erreur orthographique aboutit à un contresens, la communication n'est pas efficace. Et c'est vrai que j'aime bien le terme de politesse, parce que pour moi aussi, en fait, c'est une sorte de politesse pour vraiment que le destinataire du message écrit puisse comprendre toutes les subtilités qu'on a mises dans la pensée. Et j'expliquais ça à une amie récemment qui a 80 ans et qui est toujours un petit peu inquiète de ses erreurs orthographiques. Et je lui ai simplement expliqué une règle en lui disant: mais tu vois, si je te dis j'aimerais venir demain, si je mets pas de S à la fin de j'aimerais, ça veut dire que je vais venir demain et que ça va me faire plaisir. Mais si je mets un S à la fin de j'aimerais, ça veut dire que j'aimerais bien et que c'est conditionnel et que je te demande l'autorisation. Et cette subtilité, elle s'entend pas à l'oral, pratiquement pas. Mais si je le formule à l'écrit, tu vois, tu as accès à une partie de la pensée qui est très précise et qui est plus élégante en fait. Et donc moi, c'est vrai que j'aime bien et que j'ai toujours une grande exigence orthographique en fait. Et donc avec mon fils, j'ai eu la même exigence, mais en fait sans lui donner des cours. J'ai essayé, hein, ça marche pas du tout, les règles de grammaire, c'était déjà ça qui l'avait contrarié à l'école, parce que la maîtresse avait introduit en début de CE1 les conjugaisons en faisant des tableaux je, tu, il, nous, vous, il. Et à partir de ce moment-là, en fait, mon fils s'est demandé mais qu'est-ce que c'est ? Alors qu'il parlait très bien à l'oral, en fait, tout d'un coup, ça lui a posé problème d'écrire ces personnes alignées comme ça, sous cette forme de tableau, et il comprenait pas à quoi ça correspondait, et il s'est mis à faire des erreurs également à l'oral, avec l'introduction des conjugaisons. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien, je vais le bloquer encore plus si j'essaye d'en rajouter là-dessus, donc j'en ai simplement plus parlé, et puis il est effectivement venu, comme ta fille, me demander ponctuellement comment on écrit ce mot-là et tout ça. Et moi, c'est vrai que je suis pas capable de dire comment on écrit juste ce mot. Si quelqu'un me dit comment on écrit ce mot, je dis je sais pas, ça dépend du contexte. Dis-moi au moins la phrase ou le début de ta phrase dans lequel il y a ce mot pour que je comprenne le sens de ce que tu veux dire, pour que je puisse te répondre. Et voilà, et simplement comme ça, et effectivement avec les messages qui piquent les yeux et tout, lui aussi a employé l'expression. Et donc il y a une émulation aussi, c'est-à-dire que dans leurs interactions avec leurs amis ou leurs copains, en fait, effectivement, ils font attention à ça, et ça les énerve d'avoir quelqu'un qui écrit en phonétique et dont ils n'arrivent même pas à percer le sens du message. Et voilà, donc l'orthographe, comme la lecture, l'écriture, le calcul, etc., sont des choses qui s'apprennent dans l'interaction avec les autres, et dans une interaction pour quelque chose, quoi, pas juste pour une note. Et oui, ça fait penser à l'exemple de cette jeune fille qu'on connaît et qui avait joué beaucoup à World of Warcraft, je crois, un jeu en réseau en ligne, qui avait 11 ans et qui écrivait tout en phonétique, et au bout de quelques mois, ses copains de la guilde lui ont dit « Tu pourrais pas faire attention à ton orthographe, vraiment c'est trop difficile de te lire, on est obligé de tout lire à haute voix et c'est pénible ».
Et après, en 6 mois, en 1 an, elle s'était beaucoup améliorée. Justement, c'est vraiment cette politesse et cette interaction avec les autres. Bah oui, en plus, dans un jeu comme ça, en réseau, ils doivent lire vite. Alors effectivement, le fait d'être obligé de lire à haute voix le message pour pouvoir l'entendre, pour essayer de reconstituer, bah, ça leur prend trop de temps. Et dans le jeu, ils sont déjà beaucoup plus loin et c'est casse-pied, quoi. J'avais une question aussi, c'est qu'il y a des parents qui me disent que ça se passe bien d'enseigner à leur enfant et que les enfants sont partants pendant 2 heures par jour. Ils font des activités d'enseignement. Mais du coup, est-ce que c'est grave d'enseigner ? Oh ben, rien n'est grave à partir du moment où ça convient à tout le monde, parents et enfants, c'est super. C'est simplement, en fait, c'est vrai que moi je parle d'un point de vue, d'un cas où j'ai accompagné un enfant pour qui la forme scolaire ne convenait pas. Si la forme scolaire est bien prise par les enfants, est prise comme un jeu, et que en fait le parent aime enseigner, préparer des cours, et que les enfants aiment recevoir cet enseignement et faire les exercices, c'est formidable et il faut continuer comme ça. Simplement à partir du moment où ça ne convient plus à l'un des protagonistes en fait de la scène, et ben là on est obligé de s'interroger, parce qu'en instruction en famille on peut pas dire c'est à cause du prof, c'est à cause de la directrice, etc. C'est la responsabilité du parent vis-à-vis de son enfant, et donc le parent, s'il voit que ça ne marche pas avec son enfant, là il doit s'interroger et chercher une autre manière de faire. Tant que ça convient à tout le monde, c'est parfait. Et les enfants du coup restent dans un cadre en fréquentant toujours la forme scolaire, et ça leur permet d'évoluer naturellement, et de toute façon ils ont aussi beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Oui, de toute façon, les moments d'enseignement, c'est peut-être 3 heures par jour au début, puis après 2 heures, et puis après on se rend compte oui, qu'avec 2 heures par jour, on a le même niveau qu'à l'école, voire un bon niveau. Puis si on veut avoir juste un niveau moyen, 1 heure par jour, ça suffit. Oui, voilà, et après c'est plus pour préparer des examens, que là il faut vraiment se remettre entièrement dans le bain de la forme scolaire, des questions qui attendent une réponse précise, et ça c'est vrai que c'est un codage que les élèves apprennent dans les écoles, et que les enfants qui vivent sans école peuvent trouver complètement bizarre. Et donc c'est vrai qu'il y a besoin à ce moment-là, en préparant des examens, de se reconfronter en fait à cette langue particulière de l'école, pour comprendre les questions et comprendre la réponse qui est attendue. Oui. Ou prendre un temps, donc ce serait de grandir en instruction libre sans cours pour ceux qui veulent, et ensuite au moment des examens prendre un temps pour analyser les codes justement. Oui, voilà, c'est ça, grâce à des annales, grâce à tous les livres qui sont publiés en parascolaire, etc., peuvent aider en fait les cahiers de vacances, les choses comme ça, peuvent aider en fait à retrouver à comprendre en fait, simplement à comprendre ce fonctionnement particulier qui est la norme scolaire, et donc les questions qui vont être formulées à l'examen pour leur apporter les bonnes réponses entre guillemets, qui vont donner la bonne note qui va permettre d'avoir le diplôme, quoi. On grandit de manière libre, et au moment où on a un projet d'études, on apprend les codes, la manière dont sont posées les questions et dont les réponses sont attendues, comment on remplit une feuille avec la date en haut à droite, l'introduction, développement, conclusion. Mais ce qui est important peut-être, c'est de pouvoir se dire que effectivement, en assumant l'instruction de son propre enfant, on prend entièrement la responsabilité que ne prend pas un professeur vis-à-vis de 30 enfants. C'est-à-dire que pour un parent, s'il enseigne et que l'enfant apprécie cet enseignement et apprend effectivement dans une forme scolaire quelques heures par jour, c'est très bien, mais c'est vrai que le parent doit systématiquement en fait se remettre lui en question et déscolariser son propre esprit si ça ne convient pas à l'enfant. Et pour le cas des enfants qui sont déscolarisés pour phobie scolaire ou autre, il est très important que le parent puisse entendre que son enfant n'a pas forcément besoin tout de suite d'être reconfronté à la forme scolaire si c'est ça qui lui a posé problème.
Donc c'est aux parents en fait de suffisamment vivre avec son enfant, de lui laisser peut-être un petit peu de temps, de partager ensemble des découvertes. Voilà, on peut partir sur plein de choses, simplement ne pas avoir d'attente scolaire juste après une déscolarisation, et après on voit, l'enfant va peut-être redemander à faire des cours, à faire des exercices, parce que finalement ça lui convenait, mais c'était l'environnement qui lui convenait pas. Donc tout est au cas par cas, et c'est à chaque famille de décider, à chaque parent et voilà, à chaque parent et enfant en fait, de trouver par approche successive leur propre démarche qui sera la seule valable pour eux, jusqu'au moment où il va y avoir des changements peut-être, et puis voilà, l'un ne va plus apprécier cette forme-là, et on va y réfléchir ensemble. Et en fait, toutes les familles sont des petits laboratoires de recherche en sciences éducatives, parce que les parents ne peuvent pas se permettre de se dire bon, c'est le prof qui est pas bon, l'année prochaine ça en sera un autre. Non, si c'est le parent qui est là pour l'instruction, et c'est toujours le même parent, c'est toujours le même enfant, donc il faut s'accorder ensemble pour que ça marche bien. Parce qu'en fait, c'est comme si chaque famille est une cellule qui s'harmonise en fonction des caractères et des intérêts de chacun. Du coup, il n'y a plus... c'est difficile de se restructurer, de se déscolariser en s'imaginant qu'il n'y a plus cette norme, parce que la vie, en fait, c'est une expérimentation. Et on garde toujours ce carcan, cette grille, comme s'il y avait une norme, alors qu'on vit, on grandit, on est happé par l'intérêt des choses. Donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas des choses spécifiques à savoir. Les choses spécifiques à savoir, on s'y intéresse naturellement. C'est la vie qui nous apprend, parce que apprendre, c'est ça, c'est en fait simplement s'accorder au fur et à mesure avec les choses et les êtres qui nous entourent pour pouvoir être autonome. Et donc c'est l'objectif, en fait, l'objectif de l'instruction, c'est de former des citoyens responsables et qui s'insèrent dans la société. Mais ça, on le fait tous. Qu'on aille à l'école ou qu'on n'y aille pas, en fait, on est tous obligés de s'accorder avec les choses qui nous entourent, et donc on vit et on rencontre des informations, et puis progressivement on les relie et on en parle avec d'autres gens, on expérimente, et on n'a pas le besoin de s'exercer à vide. Le besoin d'enseignement n'existe pas, le besoin de s'exercer à vide n'existe pas. C'est simplement quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. Au début, on rate, et puis on se renseigne, et puis on essaye de faire un peu mieux, de faire différemment, et puis en fait, nos réseaux de neurones, ils se construisent simplement comme ça, parce qu'on vit, parce qu'on essaye, parce qu'on rate, parce qu'on recommence, jusqu'à aboutir. Le meilleur exemple, c'est la marche, je trouve. C'est vraiment, le bébé, au départ, il sait pas marcher, à un moment donné, il sait marcher. À part problème physique, physiologique important, si le bébé est bien portant, un jour, il marchera. Et c'est comme un jour il dormira la nuit aussi. Ça, les jeunes parents, on trouve toujours très long quand on leur dit les 100 premiers jours, etc. Oui, mais voilà, à 6 ans, à 7 ans, de toute façon l'enfant dormira la nuit, et de toute façon il saura marcher et parler. Voilà, bon. Après, il ne faut pas être pressé, et il ne faut pas s'impatienter de cette ignorance première. On est tous passés par là, on est tous nés, et on a tous appris à notre rythme chacune des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Et donc, quand on est face à un enfant ou à une autre personne, même à un adulte qui ne sait pas ce que nous on sait, il ne faut pas s'énerver. Nous aussi, on a été comme ça, et voilà. On l'est toujours dans d'autres domaines aussi. Et on l'est toujours dans plein de domaines. Donc il faut accepter que oui, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on sait, et on peut échanger là-dessus justement pour avancer tous ensemble, quoi. Et aux petits, on ne va pas leur mettre des notes si à 1 an et demi, il a levé le genou avant le pied, et on ne va pas lui dire non plus « t'es nul, t'arrives pas à dormir ». Je voudrais ajouter que c'est bien quand les enfants sont petits d'apprécier toute cette période où ils sont petits, parce qu'on est impatient qu'ils grandissent et qu'on puisse avoir plus de temps pour soi, et peut-être même les laisser quelques heures. Mais en fait, c'est vraiment des moments merveilleux. C'est une super idée d'en profiter au moment où ça se passe, même si on est impatient, même si ça paraît long. Mais ça va passer, les enfants à 6 ans vont tous marcher, parler et dormir la nuit. Mais c'est bien d'en avoir profité pendant qu'ils ne parlaient pas encore, ils ne marchaient pas encore, et ils ne dormaient pas encore la nuit. C'est des moments importants à vivre et à traverser. J'ai toujours trouvé que c'était comme un cadeau quand l'apprentissage de l'enfant, parce qu'il est complètement présent, il est complètement à l'écoute,
et j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais dans la vie quelqu'un qui sera aussi franc avec nous, à hurler si on fait quelque chose de désagréable, et ça permet de se remettre en question, et c'est presque comme une deuxième naissance pour soi, parce que franchement, les choses sont mises à plat, ce qui va pas, on peut se questionner, et moi j'étais dans l'urgence de profiter de ce temps où quelqu'un avait la franchise de me mettre les choses en face et que je puisse remettre en question ma patience, réveiller des choses, des agacements, pourquoi je me suis agacée, qu'est-ce que c'est qu'il y avait en moi qui se réveille, qui est agacé. Et ça a été comme, je sais pas, une douche de jouvence ou une deuxième chance pour repartir du bon pied. Et tout ce temps était précieux, j'avais pas envie que ça se passe vite, et au contraire je me disais sois pleinement présente, là, travaille tout de suite, c'était du cadeau. Moi j'ai eu une attitude un peu entre vous deux, c'est-à-dire que à la fois j'étais impatiente et en même temps j'étais tellement émerveillée par tout ce processus d'apprentissage et les découvertes au fur et à mesure comme ça de tout petit, que j'ai beaucoup noté. En fait, j'ai noté les premiers mots et puis je notais l'enrichissement du vocabulaire progressif. Et après, j'arrivais plus à noter tellement il y en avait. Et donc, voilà, moi, ma méthode à moi, ça a été justement de me l'écrire pour à la fois j'en profitais sur le moment et je l'écrivais pour pouvoir en profiter encore plus tard parce que je sentais qu'effectivement ça va vite. Ouais. Moi, j'ai écrit des choses dans un cahier différent pour chacun des enfants et je leur ai donné récemment. Et voilà, ça les a amusés parce qu'elles ne savaient pas du tout. Et du coup, elles ont lu des choses que j'avais écrites quand elles avaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Et elles ont apprécié à leur âge de relire des choses sur elles toutes petites. C'est parce que... C'était une demande. Ouais, je l'ai dit que je l'avais fait et effectivement, elles étaient en demande. Mais en vrai, moi, j'étais pas impatiente. Hein. C'est les gens qui m'ont dit qu'ils étaient impatients. J'avais envie d'ajouter quelque chose à propos du mot « enseigner », qui était un mot que j'aimais pas trop utiliser. Et que, par exemple, dans le livre de John Holt, on l'a intitulé « Les apprentissages autonomes », comment les enfants apprennent sans enseignement, parce que c'est néanmoins ce que raconte ce livre. Mais en fait, récemment, je me suis dit que enseigner, l'étymologie, c'est le signe qu'on voit aussi dans les enseignes. Or, profiter des signes que la vie nous montre, et les montrer aux enfants, parce que ça fait partie des signes de notre société, de notre civilisation. Finalement, ça me va aussi. Enfin, voilà, c'est une réflexion en cours. Oui, mais c'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, on entend par enseignement la manière particulière de scolariser les enfants depuis une grosse centaine d'années, qui est un professeur qui sait face à des enfants qui doivent apprendre. Enseigner ne garantit pas que l'enfant apprenne. L'enfant apprend de toute façon, mais l'enseignement n'est pas une garantie qu'un apprentissage va effectivement avoir lieu chez l'enfant. Et souvent aussi, en fait, les enfants réagissent violemment à cette manière de leur donner des informations dont ils n'ont pas besoin, sans leur demander leur consentement, en fait. Et donc je crois que c'est John Holt aussi qui dit que justement si les enfants réagissent violemment, c'est qu'ils entendent le message inconscient qui est transmis par l'adulte à ce moment-là, qui est de dire à l'enfant, mais en fait, t'es trop bête pour savoir que c'est important d'apprendre ça, et en plus, même si tu savais que c'est important, tu saurais pas comment t'y prendre, donc c'est pour ça que moi je vais te montrer. Et l'enfant réagit violemment à ça en disant, mais laisse-moi faire tout seul. Et donc pas d'affolement si l'enfant réagit violemment à une tentative d'enseignement, c'est normal, c'est une preuve de grande santé mentale de l'enfant, de dire non, je veux faire tout seul et je vais apprendre tout seul, fais-moi confiance. Voilà. Parce que le mot-clé peut-être de l'apprentissage, c'est qu'on apprend en confiance. Et on apprend dans l'interaction, on l'a dit, dans la curiosité, etc. Parce qu'on a envie. Voilà, donc ça serait envie, confiance, des choses comme ça, plutôt que évaluation et notes et... Dans le cadre scolaire, on doit donner la bonne réponse à une question qui est posée par l'adulte qui connaît d'avance la réponse. Et dans la vraie vie, on pose des questions pour obtenir un tout petit bout d'informations qui nous manquait pour bien comprendre. Et on est tout à la joie de notre découverte, à dire « Ouah, ça y est, j'ai compris, c'est formidable ».
Donc en général, les familles qui décident de prendre en charge complètement l'instruction de leurs propres enfants, de leurs propres enfants, elles choisissent de privilégier l'enthousiasme et s'il y a moins d'enthousiasme, elles rectifient leur manière de faire jusqu'à ce qu'on revienne à ce bonheur d'apprendre en famille. C'est une bonne conclusion. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sans école. Discussion avec Charlotte Dien, Dewayani Delfendal, Claudia Renaud.